Bien dans son job, on va parler aujourd'hui d'un sujet dont on a beaucoup parlé sur le plateau, de la discrimination à l'embauche. Et on en parle avec Marie Peretti-Ndiaye. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes intégrée à une SCOP, la COPAS. Et puis vous êtes post-doctorante, ça veut dire que vous accompagnez les étudiants, les jeunes étudiants qui sont en doctorat sur leurs travaux de recherche. Je voudrais quand même signaler ce livre parce qu'il fait écho évidemment à ce dont on va parler dans quelques instants, qui a d'ailleurs reçu un prix en littérature générale au Salon international du livre insulaire d'Ouessant en 2018. Bah oui, quand on a un prix, il faut le dire. Damiato Memoriae, ça veut dire quoi ? Alors ça fait référence à une mémoire qui est enfouie, qui est cachée, à une forme de bannissement qui se traduit par le fait d'effacer de la mémoire certaines personnes. C'est un périple, ce livre, c'est de la littérature et c'est un polar qui part de Palerme, c'est ça ? Et qui atterrit à Bastia. À Bastia, évidemment. On vous laisse le découvrir, j'imagine qu'on peut encore le trouver dans certaines bonnes librairies. Ça fait écho quand même cette histoire, ce livre qui est de la littérature, avec les travaux que vous menez sur la discrimination. On en parle beaucoup de ce sujet. On parle même d'inclusion. Vous dites quoi ? Vous préférez inclusion, discrimination ? Comment vous vous situez sur le vocabulaire ? La sociologue y est sensible. Alors quand on parle de discrimination, ça permet de qualifier des faits en droit. Une discrimination, au sens du droit, c'est un traitement défavorable, à l'inverse de l'inclusion, qui mettrait plutôt l'accent sur l'aspect plus favorable, qui peut être direct ou indirect, c'est important de le souligner. On peut être discriminé parce qu'on est à temps partiel et être à temps partiel parce qu'on est une femme. Et bien ça, le droit considère que ça relève d'une discrimination indirecte et donc on peut agir en justice pour des discriminations qui sont indirectes. Donc un traitement défavorable en fonction de l'un des 25 critères reconnus par la loi, l'âge, le genre, l'adresse, l'origine, etc. Et dans un domaine qui est visé par la loi, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès aux services publics. Et quand on parle de discrimination, on parle, vous l'avez dit, d'un sujet qui est très bien établi, qui est mesuré, qui est documenté, mais sur lequel souvent il reste difficile d'agir. Et de prouver juridiquement, si je m'autorise. Tout à fait. Le juge souvent est très embarrassé, puisqu'il faut des preuves, et parfois il n'en a pas de preuves de discrimination. C'est complexe. C'est complexe, et ça reste complexe malgré les renversements qu'il y a pu y avoir dans l'administration de la preuve. Aujourd'hui, c'est quand vous êtes accusé de discrimination que vous devez apporter la preuve que vous n'avez pas discriminé. C'est exact, c'est l'inverse. On a inversé la charge de la preuve. C'est à celui qui est accusé de devoir prouver qu'il n'a pas discriminé. Un mot quand même sur ces discriminations. Alors, on va parler, on en a beaucoup parlé d'un sommet qui est le sommet de l'inclusion qui aura lieu dans quelques semaines, dans un mois et demi, que ça se passera au ministère de l'économie et des finances, avec Mosaïque RH. C'est l'inclusion, c'est l'idée d'intégrer les jeunes des quartiers prioritaires. Mais revenons un peu en arrière. Pourquoi ces jeunes ont-ils autant de mal, puisqu'on les entend parfois s'exprimer en disant j'ai fait des études, j'y arrive pas. Pourquoi ont-ils autant de mal à pouvoir, je dirais, prendre leur place dans le trafic ? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent être avancées. Nous, on a fait des recherches à 2 niveaux avec la chaire compétences, employabilité et décision RH, donc vous évoquiez tout à l'heure. EM Normandie, donc. De l'EM Normandie, tout à fait. On a fait des recherches sur les entreprises qui s'engagent, notamment dans des dispositifs de tutorat, de parrainage, de mentorat. Et on a fait des recherches aussi du côté des jeunes et de ce qu'on appelait leur expérience candidat. Alors, du côté des entreprises, très rapidement, on voit qu'il y a des politiques volontaristes, des politiques diversité qui sont mises en œuvre avec tout un ensemble d'impacts positifs qui sont documentés dans le champ de l'égalité homme-femme, dans le champ du handicap notamment, avec la volonté d'agir à 2 niveaux, dans l'accès à l'emploi et sur ce qui se passe au moment de la carrière. Et donc, les entreprises sont engagées dans ces dimensions-là et plus récemment, je pense, se sont engagées aussi sur la question de l'accès à l'emploi des jeunes. Ce qu'on observe, c'est que très souvent, vous avez des cadres qui s'engagent bénévolement au sein des entreprises pour aller accompagner un jeune. On les a reçus, effectivement. Et qui sont très volontaires. Alors souvent, moi je remarque que c'est des cadres qui sont dans le champ des ressources humaines, la plupart du temps, en tout cas un bon nombre de ceux que j'ai pu rencontrer, on sent qu'il y a une sensibilité, et qui vont tenter d'agir en premier lieu sur 2 aspects, la confiance en soi du jeune, Bien sûr. Et les codes de l'entreprise, la transmission des codes de l'entreprise. Mais souvent, excusez-moi, et vous l'avez forcément vécu puisque vous les avez rencontrés, ces jeunes. Vous avez parlé avec ces jeunes, ou des associations, puis des entreprises. On dit ces jeunes, ils n'ont pas les codes. C'est-à-dire qu'ils ont les diplômes, mais ils n'ont pas la façon de parler, parfois pas la façon de s'habiller, pas même la façon
d'interpeller. Est-ce que ça, c'est un vrai sujet ou est-ce que c'est un fantasme? Alors, nous, ce qu'on observe, et c'est un peu contre-intuitif, hein, c'est qu'en fait, on a des jeunes qui se retrouvent en situation d'échec alors qu'ils ont vraiment l'habitude du bon élève. Ce sont des bons élèves. D'appliquer tout ce qu'on a pu leur transmettre sur comment postuler, comment faire un CV, comment s'habiller pour un entretien d'embauche, etc. Alors, etc. ils inondent. Et ils postulent, mais ils appliquent des normes qui sont des normes très standardisées. Et de fait, derrière, ça s'accompagne d'une méconnaissance du processus de recrutement, espèce de boîte noire hein, de ce qui se passe une fois qu'on a envoyé son CV, complexe de comment on perd le tri de CV, etc. Et donc, on est sur des envois de CV qui peuvent être très standards. Donc finalement, ils ne permettent arrosent. pas de se distinguer. Et donc ça, on pourrait dire que c'est le paradoxe du bon élève. Ça, c'est la première chose. Mais Et ce n'est pas un problème de code, c'est un problème de compréhension de ce qui se passe dans le processus de recrutement. Et la deuxième chose, et je pense que c'est la plus fondamentale, hein, c'est que ces jeunes-là ont des difficultés d'accès à un premier emploi qualifié. Et ils ont d'autant plus de difficultés, on le sait qu'il y a un marché de l'emploi caché qui est quand même conséquent, et que cet accès au premier emploi, c'est souvent le plus difficile. Et s'ils ont ces difficultés d'accès, nous, ce qu'on pense, qu'on observe et ce pourquoi on plaide aussi, c'est pour qu'il y ait des attitudes qui soient un accompagnement, qui ne soit pas tellement l'accompagnement du mentor hein, qui va transmettre les codes, mais plus du parrain qui va donner les clés, qui va ouvrir les portes de l'entreprise. Vous le distinguez du mentor? Alors, il y a des travaux hein, sur l'accompagnement qui distinguent le tutorat, le mentorat et le parrainage. C'est quoi la différence entre le parrain et le mentor? Le parrain, c'est un peu l'idée de la bonne fée qui va venir et qui va ouvrir son réseau professionnel. Donc, il ouvre son carnet, il n'est pas là pour lui donner des conseils. Exactement. Il lui dit, appelle de ma part un tel. Tout à fait. Tu te recommandes de moi. Et normalement, ça devrait avancer. Voilà. Et s'il le faut, j'appuierai ta candidature. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il était question. Et c'est aussi de permettre aussi de comprendre de l'intérieur. Parce que l'adaptation culturelle dont vous parliez tout à l'heure, cette question de l'acquisition des codes, on l'a tous vécu, elle se fait par l'insertion dans un collectif. Quand on nous transmet des éléments, etc., on va tenter de les reprendre à son compte, mais souvent, ça va être de manière un peu raide, un peu rigide, on n'est pas à l'aise. Tout ça, ça se fait par de la socialisation. Mais Marie Perretier Ndiaye, l'aboutissement de vos travaux, c'est d'aiguillonner les pouvoirs publics, les gouvernements en place, de leur dire mettez en place des politiques de quotas, de discrimination positive. Est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce qu'il faut que l'organisation se régule d'elle-même? Alors, il faut agir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une première action en direction des jeunes, sur une meilleure compréhension du processus de recrutement, de comment opère le tri de CV, etc. Sur aussi la possibilité d'être socialisé dans des collectifs de travail. Ça, je pense que c'est fondamental. Enfin, on l'a tous vécu dans notre vie professionnelle. La plupart des choses qu'on apprend, on les apprend aussi en situation par l'expérience. Ça, c'est un premier niveau d'action. Après, il y a un deuxième niveau d'action au niveau des entreprises qui aujourd'hui s'engagent de plus en plus, et notamment sous l'impulsion gouvernementale. Elle s'exprime sur ce sujet. En direction des jeunes et des jeunes qui sont dans des territoires où il y a un cumul de défaveurs, on pourrait dire. Les fameux quartiers prioritaires. De la ville. Ouais. Et puis, un troisième niveau d'action qui peut être un niveau d'action politique publique également, qui semble important. Et là, peut-être qu'une des pistes, ce serait aussi d'agir sur ce marché caché des offres d'emploi qui est estimé à 70% par certains chercheurs. C'est intéressant ce que vous évoquez, parce qu'on a fait un débat sur ce marché caché. Alors, c'est difficile à cerner, à saisir. C'est un peu... En un mot, ce sont des postes auxquels n'auront pas accès ces jeunes, notamment issus des quartiers prioritaires. Parce que pourquoi? Parce qu'il a été mis en annonce 2 jours et puis en fait, il a déjà été attribué à quelqu'un. C'est de ça dont on parle. Voilà, c'est des processus de cooptation. Et ils n'ont pas le réseau qui va bien. Tout à fait. Et ça a aussi une influence sur la qualité de l'activité des entreprises. Quand Carcillo et Valfort estiment le poids des discriminations sur le marché du travail, ils font une estimation de 150 milliards sur 20 ans. En prenant en compte aussi toute cette question du capital humain dont on se prive, des capacités d'innovation, de créativité. Tout à fait. Et finalement d'un travail aussi sur le multiculturel, parce que c'est de ça dont il est question, c'est de rassembler, de mélanger, de créer une dynamique plus forte. De croiser des regards, d'envisager des solutions auxquelles on n'avait pas pensé au départ, et puis de permettre à des gens d'être dans des trajectoires professionnelles qui ne sont pas précarisées et où ils vont pouvoir développer des compétences et les mettre au service. On n'a plus beaucoup de temps, mais on a parlé de ces jeunes diplômés qui vivent une souffrance atroce de ne pas pouvoir justement intégrer le marché du travail. Et puis il y a les NEET qui aussi viennent
pour beaucoup des quartiers prioritaires, qui sont sans diplôme. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Alors, il y a aussi un champ de recherche pour des vous enjeux, bien sûr. Il y a aussi des enjeux d'aller vers, mais qui sont aujourd'hui bien documentés, qui ont leur traduction dans les politiques publiques, aller vers les jeunes, prendre du temps avec eux. C'est des temporalités d'accompagnement qui sont plus longues. On ne peut pas permettre à un jeune très éloigné de l'emploi et des institutions d'accéder à l'emploi rapidement. Il y a un gros travail avant à faire. Tout à fait. Et puis un travail aussi sur l'accès aux droits, sur l'exercice des droits, sur la question du casier judiciaire lorsqu'elle se pose. Donc c'est des choses qui nécessitent un peu plus de temps, mais qui permettent aussi à des jeunes adultes de pouvoir développer des compétences et de pouvoir apporter aussi des choses à l'entreprise. Et de trouver leur place dans la société. Et de trouver leur place dans la société. Ça, c'est fondamental, de pouvoir bâtir un jour une famille et de construire une vie. Merci Marie Peretti-Ndiaye d'être venue nous rendre visite. Vous êtes sociologue, consultante dans cette SCOP qui s'appelle la COPAS, je l'ai bien dit. Et puis, je voudrais rappeler ce livre dont vous avez eu un prix, Damnatio Memoriae, je l'ai bien dit? Damnatio Memoriae. Voilà, Damnatio Memoriae aux éditions Petra, parce qu'il ne faut jamais oublier les éditeurs quand on a un prix. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est un jeune, une solution. Vous connaissez cette formule. On vient de parler des jeunes diplômés. Là, on s'intéresse à cette plateforme, notre partenaire, un jeune, une solution, une entreprise chaque semaine qui s'engage pour l'emploi des jeunes. On accueille aujourd'hui une entreprise. Dams, elle est là.